Pourquoi est-ce que sortir de ces structures hiérarchiques et pyramidales de pouvoir est une façon aussi de sortir de la guerre presque automatiquement? Quelles sont les leçons retenues des deux grandes guerres du XXe siècle, la guerre du Vietnam et la guerre de l'Afghanistan, qui ont été toutes les deux entreprises par les plus grands pouvoirs de l'époque, c'est-à-dire les États-Unis dans le cadre de la guerre du Vietnam et les Russes dans le cadre de la guerre de l'Afghanistan entre 1979 et 89. C'est quoi la leçon qu'on a retenue de ces guerres? Je vais vous faire parler un peu comme ça je peux voir. Ça s'enlise. Ça s'enlise, oui, tout à fait. Est-ce qu'elles ont été gagnées? Non, c'est pas Ils ont fait beaucoup de dégâts et il n'y a pas eu de gagnant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de gagnant? Parce que c'était une guerre d'usure à la fin. Il y avait. C'est-à-dire que les guerres qui ont été gagnées, en fait, pour gagner une guerre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que, même pour la colonisation, même pour tout, est-ce que vous devez poster un soldat dans chaque village, devant chaque maison de chaque citoyen? Ou est-ce que vous coupez la tête de la structure hiérarchique pyramidale au pouvoir et vous remplacez ça par quelqu'un qui obéit à vos ordres? Ouais. Bon. Donc les structures hiérarchiques de pouvoir sont une cible automatique pour les guerres. Sans structure hiérarchique de pouvoir, vous ne pouvez pas gagner une guerre parce que vous battez directement contre le peuple en fait. En mode guérilla. Ce sont des guerres qui veulent apprendre d'autres. Il y a des guerres pour se défendre et puis il y a des guerres pour envahir. Tout à fait. Mais les guerres pour envahir, par exemple, pour la Grande-Bretagne qui faisait 10 millions de citoyens à tout casser, pour contrôler un continent comme l'Inde qui avait plus de 100 millions de personnes, vous ne pouvez pas envoyer 10 millions de soldats, c'est femmes, enfants et bébés. Et même, ils sont à un rapport de 1 à 10. Mais par contre, si tout ce que vous avez à faire, c'est d'arriver dans la capitale où il y a déjà une belle structure hiérarchique au pouvoir, et vous mettez un flingue sur la tempe de la personne qui est au pouvoir à ce moment-là, vous dit maintenant tu m'obéis, en fait votre pouvoir se répand à travers ces structures pyramidales partout. C'est la police indienne qui faisait en fait ce que voulaient les colons. Et Hitler pareil, Hitler il n'a pas détruit tous les bureaucrates, toute la police française, tout. Il a juste dit voilà maintenant on met Pétain au pouvoir et Pétain tu obéis à ce que moi je demande. Donc, dès que vous avez une structure pyramidale de pouvoir, c'est vers ça que vous allez essayer d'aller. Maintenant, imaginez un scénario où chaque citoyen a une espèce d'émetteur-récepteur avec lesquels ils peuvent se coordonner, ils s'envoient des monnaies directement et tout est décentralisé. Il n'y a personne en fait qui est au pouvoir parce que vous votez sur les décisions de façon collective avec un réseau qui est ultra résilient que personne ne peut couper. Comment est-ce que vous allez faire pour prendre le contrôle de ça ? Il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de système, il n'y a pas de coupe de fil que vous pouvez couper pour dire maintenant j'ai le contrôle. Il n'y a rien. C'est-à-dire que les gens, vous savez, c'est vraiment de penser une architecture comme l'Internet, qui a été pensée de telle façon à ce que même s'il y a une guerre ou quoi, il n'y a pas moyen de couper un fil et c'est le blackout. Parce que c'est une architecture un peu en toile d'araignée où l'information peut circuler de plein de manières différentes.